Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo consacrée aux personnages oubliés de notre média favori. Souvenez-vous, nous nous étions déjà attardés sur Gabriel, Boogerman, Kid Chaos et Ed l'extraterrestre, des personnages que nous avions ressortis les oubliettes. Oui, l'objectif ici est de donner un petit coup de projecteur à ces protagonistes qui n'ont malheureusement pour eux jamais connu ni le succès ni la gloire. Simplement, pour éviter que ce soit un foutraque pas possible, je réunirai les personnages autour d'un thème commun. Et celui d'aujourd'hui est tout simplement les formes extravagantes. Parce que oui, pour faciliter notre identification, la très grande majorité des héros du jeu vidéo nous ressemblent. On dit qu'ils sont anthropomorphes, en gros, qu'ils ont l'aspect d'un être humain. Regardez même du côté des créatures et des animaux, on leur attribue une paire de jambes, deux bras et un cou qui supportent leur tête. Ce ne sera pas le cas des héros du jour, qui, vous allez le découvrir, n'ont pas une once de ressemblance avec nous. Et oui, il existe des personnages de ce type-là, et ceux sur lesquels nous allons nous attarder aujourd'hui ont malheureusement été oubliés par le plus grand nombre. Et notre épopée débute sur Commodore 64 avec Cauldron 2. Souvenez-vous, nous avions consacré un rétro-découverte sur le premier opus. Nous y contrôlions une sorcière qui devait récupérer 6 ingrédients pour concocter une potion qui lui permettrait de vaincre la grande citrouille et de devenir la reine des sorcières. Face au succès du titre, Steve Brown, le développeur, avec Palace Software, en imagine un second épisode. On incarne cette fois-ci la citrouille qui a soif de vengeance. Seulement, vous avez déjà eu l'occasion d'observer une citrouille. Il s'agit d'un fruit de forme arrondie qui ne dispose d'aucun moyen de locomotion. Sa seule façon de parcourir le manoir de la sorcière est donc de sauter. Afin de récupérer une mèche de cheveux de cette dernière, la plonger dans le chaudron pour l'anéantir. Tout un tas d'objets vous seront utiles dans cette quête. Pour ce qui est de l'ambiance, on retrouve le côté Halloween du premier épisode, avec un univers sombre jonché de squelettes, gardiens bossus, araignées et fantômes en tout genre. L'ambiance est prenante et le gameplay tout à fait original. Pourtant, bien que le premier opus soit pour beaucoup un incontournable des jeux des micro-ordinateurs de l'époque, le deuxième n'a malheureusement pas marqué les esprits, la faute principalement à sa difficulté. Steve Brown a imaginé ce concept, contrôler une citrouille, notamment pour s'exercer sur une physique bien particulière, celle du rebond. Et malheureusement, bien que celle-ci soit tout à fait crédible, la maîtriser demande une réelle dextérité. Il est facile que celle-ci s'emballe et devienne incontrôlable dans des endroits exigus. Il est impossible de changer de direction en cours de vol, ce qui nécessite une précision extrême avant d'exécuter le moindre mouvement. Steve Brown, bien conscient de ce souci, ajoutera tout un tas de bonus, de systèmes de régénération de vie, mais cela ne suffira pas. Voir le bout de Cauldron 2 demande une telle dextérité que la plupart auront abandonné au bout de quelques heures de jeu. Pourtant, le titre faisait preuve d'une réelle originalité, mais cela n'aura pas suffi et très peu se souviennent de notre citrouille. Notre second personnage a une forme à peu près similaire, il s'agit de Petit, une créature vivant avec les siens, les Petits. Seulement, un vil sorcier, Dazzledaz, les capture tous dans le but d'en faire du chewing-gum. Petit est parvenu à fuir sur une autre planète. Pour contrer les sombres desseins du sorcier, il va falloir s'aider de petits robots qu'il faudra attraper et amener dans notre vaisseau. Alors oui, dans le fond, on est très proche de la citrouille de Cauldron. Heureusement, Petit a quelques fonctionnalités supplémentaires. Il est capable de changer de direction en cours de vol, mais surtout il peut passer simplement d'une plateforme à l'autre grâce à l'élasticité de son corps, se défendre en tapant du poing et aspirer ses adversaires. En vérité, dans sa structure, il est bien plus proche d'un Donkey Kong avec une progression vers le haut du tableau. On retrouve même, sans doute un clin d'œil, des tonneaux qui chutent. En revanche, les obstacles sont bien plus nombreux. On ne peut transporter qu'un robot à la fois, cela nous contraint donc à faire des allers-retours. D'ailleurs, ceux-ci ont des points de vie, en se faisant toucher 4 fois ils mourront et il faudra alors à nouveau les rechercher. Les décors sont colorés, les animations des adversaires et surtout Petit, tout à fait réussi. On a même une légère cinématique si on finit le jeu. À cette époque-là, sur ces machines, on avait rarement plus qu'un écran titre avec notre score. Mais un petit oubli de la part des développeurs aurait pu rendre le jeu bien plus plaisant à parcourir. C'est que celui-ci est difficile et la moindre erreur punitive. Ce n'est pas ce qui est fondamentalement gênant, c'est qu'à cela, il n'est pas possible de sauvegarder sa progression, mais même pas intégrer un système de mot de passe. Recommencer l'aventure à chaque partie est extrêmement frustrant et rend le jeu quasiment infinissable. C'est bien dommage parce que contrôler Petit s'avère être un véritable plaisir, à tel point que le jeu sera adapté sur la Super Nintendo et l'Amiga CD32. Il n'aura finalement manqué pas grand chose pour que Petit marque un peu plus les esprits.
Allez, on va un petit peu quitter le monde des micro-ordinateurs pour revenir à celui des consoles de salon, avec l'émergence de la 3D. Laissez-moi vous présenter Glover, un simple gant imaginé par les gars de chez Hasbro Interactive. Il appartient avec d'autres à un magicien, mais alors que ce dernier est pris d'une attaque, un autre gant tombe dans le chaudron et en ressort avec des pouvoirs et de viles intentions. Il faudra alors parcourir cet univers magique pour empêcher le gant maléfique de semer la destruction. Bon, ok, en matière de scénario, on a vu mieux. C'est que tout est un peu balancé à la va-vite dans une cinématique d'introduction et on se débrouille avec ça. Pour ce qui est du personnage, il s'en sort un peu mieux que la citrouille et petit réuni, puisqu'il se sert de deux de ses doigts comme des jambes. Il peut donc sauter, donner des coups de poing et surtout se servir de sa balle magique pour se déplacer comme projectile, mais aussi en la métamorphosant, venir à bout d'adversaires puissants. Reprenant le concept de Mario 64, on accède aux différents mondes par des portails. Certains sont particulièrement originaux, comme le niveau carnaval. Il faudra participer à tout un tas d'activités. Les couleurs sont chatoyantes, l'aventure plaisante. Qu'est-ce qui cloche, me demanderez-vous ? Eh bien, c'est qu'il est assez plan-plan. L'ensemble manque tout de même d'un peu de piquant. Le level design et le bestiaire sont classiques, les phases de jeu marquantes trop rares. Courant à cette époque, l'Over n'y échappe pas, le système de caméra s'avère assez capricieux, ce qui n'aide pas sur les phases de plateforme qui peuvent être d'ailleurs assez complexes à gérer balle en main. Enfin, Hasbro Interactive ne proposera jamais de suite aux aventures de Glover, privilégiant les licences phares avec de célèbres personnages pour attirer les joueurs, avec sur PlayStation notamment Frogger, Pac-Man, Tetris et même Pong. Enfin, terminons avec un jeu développé par Sucker Punch, qui ont réalisé Sly Cooper ou encore Infamous. Mais leur tout premier titre, c'est sur Nintendo 64 que l'on le retrouve avec Rocket Robot on Wheels. Le professeur Gavin a construit un parc d'attractions, le Whoopi World, sur lequel veille le robot Rocket. Seulement, Jojo le raton laveur s'approprie le parc et le renomme Jojo World. En même temps, ce Jojo était quand même enfermé dans une toute petite cage, on peut comprendre qu'il ait envie de tout défoncer. Enfin bon, alors attention, il n'est certainement pas question d'entrer dans des tableaux et de récupérer des étoiles, non, voyons, mais plutôt d'entrer dans des portails et récupérer des tickets. Rocket se déplace sur une roue et peut, à l'aide de son rayon tracteur, attraper des objets ou des ennemis. L'univers proposé s'avère plus cohérent et plus prenant que celui de Glover, et quelque chose le distingue même des jeux de plateforme de l'époque. Ce sont ces niveaux se présentant comme de réels open world, offrant une liberté aux joueurs assez étonnante pour l'époque. Il y a tout un tas de tickets à récupérer par niveau, il va falloir découvrir par vous-même où vous pourrez en dénicher. On retrouve certains éléments d'un niveau à l'autre, comme des pièces d'une machine à récupérer, des courses à remporter, des ennemis à affronter, des énigmes à résoudre, et des épreuves bien plus originales. Construire par exemple une montagne russe, lancer des boules de peinture et attribuer les bonnes couleurs aux statues, contrôler un tapis volant, un train de la mine, et j'en passe. Rocket Robot on Wheels ne semble rien avoir à envier au cador de la plateforme. Pourtant, si vous n'avez jamais entendu parler de ce personnage, c'est qu'il y a bien une raison. Non, la qualité de son aventure n'atteint pas celle d'un Banjo-Kazooie ni d'un Spyro. C'est que ce qui en fait sa force, ces mondes ouverts, en est devenu aussi son principal défaut. Trouver les tickets s'avère parfois une véritable épreuve. On ne sait par moments plus véritablement où chercher. Par exemple ici, on a besoin pour progresser de faire monter l'eau. Mais pour cela, il faut trouver les pièces de la machine qui sont pour certains vraiment bien cachées. Difficile aussi de deviner que pour récupérer le tank, il nous faut jeter des moutons qui vont coller sur cette structure, et nous en servir comme projectiles. L'ensemble n'est pas assez intuitif, c'est le risque des mondes ouverts. Au moins avec Crash on va tout droit, c'est clair et précis. Avec Mario 64, on a tout de même une petite indication de l'étoile qu'on cherche. Ici on est livré à nous-mêmes dans les niveaux, cela demandera beaucoup de recherche, de saisir la logique des différentes énigmes pour récupérer des tickets qui nous permettent d'accéder aux autres mondes. C'est dommage, parce que notre petit Rocket évolue dans un univers prenant. Les bonnes idées de game design sont nombreuses, la liberté offerte aux joueurs ambitieuse. Cela ne suffira malheureusement pas et Rocket fait aujourd'hui partie, comme les autres, des personnages oubliés de l'histoire du jeu vidéo. Non, on a promis qu'on ne pleurerait pas. Tous ne peuvent pas connaître le succès. Sinon, cette émission n'existerait pas. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétro Découverte. On reviendra sur des personnages oubliés. Salut à tous!